Mes amis, je reçois un invité. Je suis très heureux de le recevoir. Ça n'a pas été simple parce qu'il vient de très loin, du bout du monde, des neiges, des Pyrénées. Vous voyez, c'est horrible. Bon, mais je ne suis pas arrivé quand même à quatre pattes, hein, donc il y a des moyens de locomotion. Il y a ces chiens de traîneau. Voilà, ces chiens de traîneau sont garés devant. Malgré tout, je suis arrivé dans l'appartement de mon hôte. Donc Patrick Coste va nous parler d'éducation. Je tenais à le recevoir parce qu'en fait je ne le connaissais pas, mais il m'a écrit et ça faisait longtemps que je cherchais un intervenant sur l'éducation, sur ce sujet, parce que je lui disais, pour rapidement préparer cette interview, il y a un truc qui me saoule dans l'éducation, dans les sujets éducatifs, c'est les gens qui répètent en boucle « Ah, c'était tellement mieux dans les années 50-60, il faut revenir aux méthodes des années 50-60 ». Et l'éducation se relèvera. Ce discours me saoule. J'ai interviewé sur cette chaîne M. Brighelli, que j'aime bien à titre personnel, mais il a un peu ce discours très passéiste, qui pour moi est un discours de classe et de domination sociale, parce que si l'école des années 60-70 marchait, c'est en partie parce qu'elle était réservée aux bourgeois, aux enfants de la bourgeoisie, et qu'elle n'avait pas à s'occuper de former les pauvres. Et quand j'entends ce discours « Ah, à l'école des années 50 », ça fleure tellement bon « Ah, quand nous étions entre bourgeois, c'était tellement mieux », ça me saoule. Donc là, j'ai trouvé Patrick Coste qui, lui, a des idées radicalement différentes. Il va nous en parler. Je vous le dis, si vous aimez Brighelli, changez de chaîne et passez sur une autre émission, vous allez être défrisé, ça va vous... ce que vous allez entendre va vous heurter. Et surtout, ça va vous obliger à renforcer vos arguments, parce que j'espère pouvoir tenir des positions assez solides, de telle manière à être dans une dialectique inversée. Alors, donc, avant d'aborder ces sujets, en 3 minutes, si vous pouvez nous dire votre légitimité, comme on dit, à parler des sujets éducatifs. Vous êtes qui, Patrick Coste ? Alors, j'ai l'habitude de dire de façon, dans un langage un peu familier, que je suis un 4x4. C'est-à-dire un homme de terrain, et c'est pas rien, parce que quand on est au niveau du sol, on est dans des représentations de situations où il faut bricoler le réel, et donc c'est aussi une des modalités de l'intelligence qu'on n'a pas forcément à d'autres strates et à d'autres niveaux, et donc je le revendique, cette expérience de terrain. Alors, le parcours... J'ai fait l'école normale d'instituteur, j'ai été CPE en zone sensible, j'ai été professeur de philosophie, mon amour éternel. J'ai été principal de collège, j'ai été proviseur de lycée, j'ai été délégué académique à l'action culturelle, titre dont l'éducation nationale a le secret. Ça veut dire, dans un langage en bon français, pilote de l'éducation culturelle à l'échelle d'une académie, et j'ai été aussi un globe-trotteur de la formation continue. J'ai formé les agents comptables, ce qui est assez rare pour un chef d'établissement, les CPE, les personnels de direction, moins pendant une quinzaine d'années. Il faut dire que vous avez été proviseur, principal de collège, CPE, donc vous avez fait tous les métiers de l'éducation. Le spectre, il m'est arrivé d'aller, y compris au ministère quelquefois, mais c'est le seul étage sur lequel je n'ai pas effectivement travaillé. Le mammouth, ce qu'on appelle le mammouth, c'est-à-dire la rue de Grenelle. La rue de Grenelle. Voilà. Alors, on ajoute que... Je viens d'écrire un livre. Alors, attendez, on finit sur votre parcours, vous avez montré votre livre, parce que c'est le point de départ de l'interview, mais on ajoute que dans cette expérience très variée, vous avez fait tous les métiers de terrain. Vous l'avez fait et en zone rurale ou dans la France périphérique, comme on dit, et vous l'avez fait en banlieue, dans des banlieues dures. Vous êtes allé à Bagneux, notamment, qui est une banlieue qui est le sud des Hauts-de-Seine et qui est très proche, enfin assez proche de zones difficiles. C'est une zone difficile. Oh, j'en ai connu des pires, mais il y a des quartiers difficiles à Bagneux, on ne va pas épiloguer. Et donc vous avez une vision, on va dire, anatomique, vous avez tranché la bête. Transversale. Et vous avez vu toutes les couches, enfin en tout cas beaucoup de couches, personne ne peut dire qu'il a tout vu, mais vous n'êtes pas simplement soit un proviseur de banlieue ou un proviseur de zone rurale, vous avez vu l'échantillon de la France. Alors vous avez écrit un livre, montrez-nous votre livre. Alors, les gens vont l'acheter bien entendu.
C'est l'éducation face à l'impossible, repenser les fondements, et donc pas de manière mélancolique sur un retour au passé, mais dans une perspective qui comporte, je crois, quelques concepts un peu originaux. Donc ça nous donnera l'occasion d'en parler avec les téléspectateurs qui on le trouve en librairie, ce livre? Alors, on le trouve en librairie, on le trouve sur Internet facilement, hein, on peut se le procurer. Voilà, c'est une petite maison d'édition hein, qui a son siège sur Paris, ce sont les éditions Delga, voilà, mais qui m'ont fait l'honneur de m'accueillir dans leur catalogue. Alors, pour capter tout le monde, est-ce que l'éducation nationale forme bien les élèves? Est-ce que l'éducation nationale se porte bien? Il me semble presque que la réponse est contenue dans la question, tellement c'est une chose entendue. Bon, pour faire rapidement le point sur des indicateurs vus et revus, hein, on est 23e classement PISA. Il vient d'y avoir une évaluation là sur les sciences et les maths au niveau de l'OCDE. On est les avant-derniers, on a le Chili derrière. En classe de 3e, dans beaucoup d'endroits, on a quasiment perdu une année sur des motifs de l'indiscipline qui a régné en amont dans les classes antérieures. On est sur des salaires au niveau des enseignants, et j'aurais pu commencer par là, qui sont parmi les plus bas de l'Europe. On est dans un système qui comporte les plus lourds effectifs dans les classes, et on a une évolution des apprenants, et c'est ce pourquoi on ne pourra pas être mélancolique en utilisant les recettes. Les apprenants, c'est-à-dire les élèves, parce que je vous taquine, vous jargonnez un peu, éduque, les élèves. Je vais faire attention, mais effectivement ce sont les élèves. Donc, qui sont dans un comportement qui est général, là, hein, c'est pas simplement hexagonal, qui sont sur, on va s'en expliquer peut-être, sur, on va dire, quasiment des résistances structurelles par rapport au comportement de l'apprendre. Hein, et donc, il y a un défaut dans la transmission. Alors, en plus des problèmes institutionnels, de fonctionnement, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, des moyens qui ne correspondent pas aux standards européens. En plus, il y a ce facteur de la difficulté de ce qu'est devenu les élèves. Et donc quand on a un problème, si le problème est bien posé, il faut essayer de voir comment on peut trouver des réponses, des cadres qui permettent d'améliorer la situation. Donc pour ce qui me concerne, dans ce livre qui porte un titre un peu attristant, hein, dont on pourrait dire qu'il contrarie l'optimisme. Non, inversement, c'est une volonté de creuser jusqu'au corail des problèmes, au fond de l'institution, de retourner vraiment les difficultés sans précaution, de telle manière à ce que le problème soit bien posé, et ensuite essayer de voir que faire. Hein, fameuse question que vous connaissez, marxiste. Hein, pas léniniste. Mais qui, dans le matérialisme historique, reste une question toujours d'actualité. Alors, moi, j'aime bien faire les interviews à rebours. Et en fait, je sais qu'on est dans une époque où les gens adorent critiquer, et où, je le redis, il y a aujourd'hui des techniques d'influence ou de contre-influence utilisées par les spécialistes du marketing politique, consistent à fédérer les gens autour du mécontentement. Et moi j'aime bien diviser les gens. Moi je suis contre l'unité, je suis pour la division, en proposant des solutions. Vous croyez au conflit, vous? Je crois aux vertus du conflit. Ah, moi je crois que ce qui crée la réalité c'est le conflit et pas la paix. Celle-là aussi elle est faite. Et donc ce qui m'intéresse c'est les solutions, parce qu'en réalité se plaindre de son sort, les Français savent le faire, et je dirais même qu'ils sont des spécialistes.
En revanche, s'en sortir et changer le monde, c'est plus compliqué. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle pédagogie avant de parler de problèmes de structure, parce que les problèmes de structure, on peut y passer des années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de pédagogie et de comment on fait, c'est quoi vos propositions pour que, avec les 65 milliards qu'on dilapide aujourd'hui dans l'éducation, on en ressorte avec des jeunes formés, motivés et prêts à assumer leur destin. Comment on fait? C'est quoi vos propositions? Alors d'abord, dans votre question, il y avait une introduction qui était, on diabolise de tous les côtés la compréhension de ce qui va mal. Il me semble que vous en avez exprimé une certaine fatigue de cette manière de... Oui, enfin, je pense que c'est une manipulation, c'est hors interview, mais les gens vont l'entendre parce qu'on va faire une série dans le courrier sur le sujet. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une guerre, ce qu'on appelle une militarisation de l'information, qui sur les réseaux sociaux, et c'est des groupes qui sont très financés qui le font, qui cultivent l'insatisfaction, la colère, le sentiment d'impuissance, de rien ne va, c'est tous des salauds, et à part nous mettre en cercle pour nous immoler, on ne peut rien faire puisqu'ils sont plus puissants que nous. Et moi je crois que cette manipulation, il faut en sortir, ce que j'appelle le hamster dans sa roue, et je pense qu'il faut proposer des solutions et mettre le paquet sur la table en disant bon maintenant voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse ça? Je pense que c'est la meilleure façon de relever un peuple. Bon, quoi qu'il en soit, j'exprime en termes de méthode une radicalité par rapport, on va dire, au monde ambiant des réseaux et de la polémique qui est un peu excitée sur tous les sujets. Mon travail est vraiment un travail d'analyse. Donc, c'est pas ni biographique, ni descriptif, et plutôt désubjectivisé. Donc, il s'agit, dans une des parties, de passer sur une analyse des pouvoirs, des formations de pouvoir, représentation, organisation, comportement, etc. Et je fais une analyse presque de 25 situations de pouvoir qui ne sont pas précédées par une sorte de concept englobant, mais qui est une analyse en série de chacune des parties, ce qui permet au lecteur de se faire de gagner une sorte de lucidité par cette traversée multipolaire des formations de pouvoir dans cette institution. Bon. Donc il y a un travail de déconstruction. C'est comme si, d'une certaine façon, je démontais le moteur, et ça fait partie du livre. Mais vous me lancez quasiment par votre question, non pas par cette déconstruction qui a une valeur heuristique, de démonstration pour aller vers le problème, vous me lancez sur la fin, c'est-à-dire que sont devenus les élèves, donc ça indique bien la modalité de celui qui me questionne, la façon de faire. Vous me jetez quasiment dans l'arène sur la fin. Bon. Mais je ne peux pas vous répondre comme au ping-pong de tac au tac, même si il me semble que vous avez un goût pour ça. Il faut comprendre d'abord, pour avoir des réponses, sur ce qu'est devenu, ce que j'ai appelé dans mon jargon, l'apprenant. Et là, il faut quand même s'y arrêter et s'en expliquer. On a affaire à des enfants qui sont des élèves, qui sont dans un monde, j'utilise là un concept qui vient de la psychanalyse, j'ai tous les droits je crois ici. Oui, vous avez tous les droits. Bon. Un concept qui vient de la psychanalyse, qui vient de Lacan, qui est celui du plus de jouir. Il faut que vous expliquiez calmement aux gens ce que ça veut dire, parce que c'est tellement sujet à ambiguïté. Mais je vais essayer d'être pédagogue. Avec les spectateurs, les téléspectateurs. Plus de jouir. Pour comprendre cela, il faut encore faire un détour. On est dans un monde de relations d'échange très largement déterminées, non pas par des valeurs, mais par des rapports d'échange économiques, dont le vecteur est de faire un maximum de profit. Ça a un nom, un gros mot, c'est quand même le capitalisme.
C'est-à-dire, au moment, la logique structurelle de ça, c'est on investit de l'argent, on peut aller vers la marchandise, mais il faut en ressortir avec argent plus. Bon. Donc, il y a une relation d'échange qui pousse à l'offre vers le toujours plus, qui pousse à la demande vers le toujours plus, et il y a un embrayage qui se fait entre les formations psychologiques, les structures psychologiques, pour être plus lacanien, en quelque sorte, et puis l'agencement global des formations d'échange dans lesquelles on est. Autrement dit, on évolue, que ce soit les adultes d'ailleurs et les enfants, vers des structures psychiques qui sont orientées vers le plus de jouir. Alors on va dire, mais on est très très loin de la question de l'élève. Non, 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 pas du tout. Parce que, si vous voulez, le comportement qui consiste à être déterminé par le plus à jouir, consiste à être toujours dans une sorte de remplissement de satisfaction, par des objets en toc, c'est aussi un mot de Lacan, qui était très fort dans les signifiants, dans le jeu des signifiants. Donc, des objets en toc, et l'objet en toc, on va dire, majeur, c'est le jeu vidéo. C'est rentrer finalement dans cette machine qui est sans autrui, sans dehors, sur lequel il va y avoir un comblement de sa subjectivité par une sorte de remplissement de l'émotion, dans une sorte de quasi-fusion par rapport à cet objet-là. Bon. C'est ça le plus de jouir. Donc il y a un phénomène de fermeture de la subjectivité dans le plus à jouir par les objets en toc, par l'illustration que je viens de donner, qui est celle de la machine. Bon. Alors, maintenant que le décor est en place de cette subjectivité, essayons de nous reporter sur ce que c'est que apprendre. Apprendre. Élève. Dans le mot d'élève, on entend un rapport qui s'établit du petit vers le grand. Se mettre debout. Il faut aller en hauteur quand on apprend. Hein? Il faut commencer par apprendre à marcher. Vous me tendez la perche. Bien, alors, ce qui se passe, c'est que il faut d'abord parler du maître. J'emploie une vieille formule, il va être content, la personne que vous avez reçue. Référence au maître. Appelons professeur, instituteur, tout ce que vous voudrez. Le maître, moi je dis le maître. Pour qu'il y ait un maître, il faut qu'il y ait un appel vers un transférentiel sur le maître, qui a une légitimité. Autorité, il y a une légitimité au-dessus. Il y a une dissymétrie vers un dehors. Je vais vous taquiner. Pour qu'il y ait un maître, il faut qu'il y ait un esclave. Oui, mais quoi? Et que l'esclave, la question c'est est-ce que le maître veut libérer l'esclave ou est-ce qu'il veut l'assigner à son statut d'esclave? Petite nuance quand même, par rapport à ce que vous venez de dire, qui tape fort quand même, dans le rapport d'autorité entre le maître et l'esclave. Il y a une différence, c'est des questions de définition, entre l'obéissance et l'autorité. L'autorité comporte toujours une part de reconnaissance. Donc c'est la question de la légitimité de l'autorité. Donc la dialectique du maître et de l'esclave, un chapitre bien connu de Hegel, comporte de toute façon une dimension de la reconnaissance. Et figurez-vous qu'il n'y aurait pas de maître sans esclave. C'est terrible ça. Sans la servitude volontaire, le maître n'existe pas. Il y a toujours un corollaire entre les deux. Sinon, le roi est nu. Il est dépossédé de son autorité. Enfin, quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, si vous avez affaire à un enfant du plus à jouir qui est bouclé, fort clos, on dit dans les termes de la psychanalyse, fort clos si vous voulez, par rapport à une demande sur autrui, et que la seule question c'est d'être, la formule est un peu maladroite, mais dans une sorte de rapport autistique. Donnez-nous un exemple concret pour que les gens comprennent bien le cas de figure qu'un enseignant rencontre dans ce que vous décrivez. C'est très simple.
Je vais vous le dire pas par un exemple tout à fait concret, mais ce qui règne dans les classes, en particulier de collège, hein, qui est un moment clé, c'est l'ennui. Et si c'est l'ennui, c'est parce qu'il y a quelque chose du désir, de la motivation, par rapport à ce qui se passe, qui n'y est pas. C'est-à-dire l'ennui de l'élève est le symptôme de quelque chose qui, pour lui, ne répond pas à une demande, à là où il en est, et donc par conséquent, il s'intéresse aux mouches qui volent dans l'espace, et il n'est pas dans la disposition d'écoute, ce qui est une indication, un symptôme de la fermeture par rapport à ce que c'est qu'apprendre. Bon. Mais j'en étais au maître. Hein. Le maître, c'est important que les gens maîtrisent bien, enfin, visualisent bien. Le maître, si quelque part on ne transfère pas avec lui, il ne peut pas être le véhicule pour le savoir. Mais là j'ai parlé du maître. J'espère que l'on comprend d'un point de vue logique, parce que c'est une expression logique, la dissymétrie, l'asymétrie qui s'installe entre ce que j'ai appelé le plus de jouir et l'impasse vis-à-vis du maître. Dans le commentaire du monde ambiant dont vous avez parlé tout à l'heure, ça s'appelle la crise de l'autorité. La crise de l'autorité vient d'une évolution de la subjectivité. Alors la question... parce que ça va être un tout petit peu abstrait, à mon avis, pour le dire moyen. Dites-moi si vous êtes d'accord avec la traduction que je donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants grandissent dans un univers où, au fond, l'autorité telle qu'elle s'exerce dans la classe par un enseignant, elle ne les attire plus et elle ne suscite plus envie en eux de motivation, parce que, au fond, cette façon d'enseigner ne correspond plus à l'univers dans lequel les enfants grandissent. Je vais essayer de donner une illustration un peu plus prosaïque, de façon à ce qu'on retombe sur nos pieds. Mais ce n'est pas simplement qu'un problème avec les enseignants. La crise de l'autorité, elle est sociétale. Je ne sais pas. Alors, je sais que c'est très répété, moi je n'y crois pas. Bon. Je pense qu'il y a une crise de l'autorité parce que il y a beaucoup trop de verticalité dans notre société et les gens ne supportent plus d'avoir une vie qui est complètement fliquée. Bon. Alors, il y a un axe sur lequel on va être d'accord. Hein, pas de surtout dans ce que vous venez de dire. Mais il y a quand même un axe sur lequel on va être d'accord. Selon moi, les analyses que je fais, les réponses par les coups de menton, donc c'est la figure de la verticalité par excellence. Jupiter. Voilà, hein, Jupiter. Si vous voulez, donc pour moi ça, compte tenu de la manière dont le problème se pose, ça ne peut pas être la réponse. Ce qui écarte déjà beaucoup de propos dans le populisme ambiant. Et d'expressions, y compris de réponses données sur certaines franges politiques. J'espère que le oui, alors non, mais n'hésitez pas à utiliser les mots qui fâchent, parce que ça ne pose pas de problème. Simplement, le mot populisme en lui-même, c'est l'expression de ce que vous dites, c'est-à-dire, enfin, de ce que vous ne dites pas, c'est-à-dire la verticalité. C'est-à-dire qu'on a inventé le mot populiste. Ce mot a été inventé par des gens qui veulent régir la société de façon extrêmement autoritaire. Ah, et en même temps, pour moi, la caricature de cette hypocrisie et de ce mépris social, c'est Bruno Retailleau, qui parle de crise d'autorité, mais qui est le premier à dire, mais concernant les normises, les Français, l'homo normatus, lui ne doit pas subir d'autorité. C'est le cas de Vincent Bolloré qui dit il faut taper sur les OQTF, les délinquants, les machins, les trucs. Mais moi, quand c'est Cyril Hanouna qui viole la loi, il ne faut rien lui dire. Pour moi, c'est l'expression du rapport de domination. C'est je suis riche, il faut une loi pour les pauvres. Évidemment, nous les riches, nous n'y sommes pas soumis. Pour moi, la crise de l'autorité, elle est là. Vous me le soufflez, donc je n'ai pas besoin de le développer. Donc tout va bien là, entre nous. Ben, bon. Redites-le avec vos mots à vous, ça m'intéresse. Par exemple, il y a Retailleau, d'accord, mais si vous voulez, au moment où il était question que Bardella, nous avions supputé qu'il pouvait être Premier ministre, avait annoncé pour l'éducation aussi une priorité, parce que tout le monde désigne l'éducation comme étant une priorité. Je vous ai indiqué tout à l'heure les moyens qu'on y consacre, chercher l'erreur.
Mais quoi qu'il en soit, ils annonçaient dans ce parti ce qu'ils ont appelé, je cite, un Big Bang de l'autorité. Bon, avec une mise à l'écart des enfants ensauvagés. Voilà. Et donc là, on a affaire effectivement à des effets de diabolisation, de manichéisme sur le plan des interprétations qui peuvent être faites. C'est effectivement les réponses mélancoliques. Celles qui ont existé en termes de fonctionnement de l'autorité. La question est de savoir si cette autorité-là, dans le monde scolaire, est une véritable réponse et est-ce qu'elle donnerait des résultats. Je parlais du maître, hein. Donc j'espère qu'on a compris maintenant comme quoi il y avait quelque chose qui ne se passait plus dans le respect de l'autorité de par une évolution. Alors j'ai dit que j'allais donner une illustration pour qu'on retombe un peu... Vous avez parlé de l'ennui qui me paraît un bon sujet. Alors non, je vais pour que une illustration, parce que c'est un terrain connu et ça va permettre de se donner les petits cailloux du petit poussé là, dans la compréhension de ce que je raconte. Hein. On va parler de la famille. Toutes les structures sociales sont susceptibles d'évoluer. Je crois que vous croyez à l'histoire, vous aussi. Enfin, j'ai entendu des choses. Ah oui, moi je crois que voilà. Tout bouge. Voilà. Il m'a semblé que vous étiez... c'est pas dans le matérialisme historique, mais vous n'êtes pas loin. Alors donc, si vous voulez, il y a les formes, les cadres, les transcendantaux, les grands récits qui contiennent une société sont en situation toujours de mouvement. Voilà, c'est ce que les conservateurs et les traditionnalistes ont un peu de mal à comprendre au niveau des formations d'agencement dans une société. Bon. Alors la famille aussi bouge. Alors je pourrais remonter au Moyen-Âge, je vais le faire un peu plus court, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites pas très sérieuses par les médiévistes, par exemple. Par exemple, à cette époque, je le dis très rapidement, mais dans l'iconographie, il n'y avait pas de représentation de l'enfance. Le petit Jésus avait quasiment la moustache. Pardonnez-moi. En tout cas, des proportions corporelles d'un adulte et pas d'un enfant. Voilà. Donc, ce qui en dit beaucoup sur le regard que l'on portait, si vous voulez, sur l'attention que l'on portait sur l'enfant. Époque moderne. Vous avez connu sans doute ça, même si vous êtes plus jeune que moi, mais vous êtes à table, on ne répond pas à ses parents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réplique comme ça de je revendique mon existence vis-à-vis de mes parents, et les parents ont une demande. Pour qu'il y ait de la demande, c'est qu'il y a une autorité qui s'exerce. Et la parent avait demande, si tu es un petit bourgeois, tu as intérêt à continuer à l'être, et puis si tu es dans un milieu défavorisé, travaille bien à l'école, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir faire autre chose que ce que moi je fais. Bon. Et donc il y avait une robustesse évidemment du passage de cette conception de la demande dans la famille par rapport à ce qui pouvait se passer à l'école. Bon. Donc une articulation solide, même si les instituteurs ne voulaient pas trop entendre parler des parents dans l'école. Ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe dans la famille contemporaine? Je reprends ma notion de plus de jouir. Figurez-vous que tout le monde suit sa ligne de désir. Et tout le monde, lui, suit tellement sa ligne de désir que le sacre du mariage, voilà un grand récit, est susceptible d'éclater, d'où les familles décomposées, moyenne de 1 sur 2, mais il se pourrait que même dans la moyenne de ceux qui restent ensemble, il y a quelque chose qui, du côté des lignes de désir, et de que chacun vit, décompose la solidarité familiale. Il y a le visible et l'invisible par rapport à ça. Donc quelque chose qui a à voir avec un éclatement de la communauté familiale. Mais l'enfant, c'est comme pour les éléphants, avant de les mettre sur pattes, ça prend du temps. Et donc il y a une convergence de l'attention qui est portée au sein de la famille sur l'enfant qui représente finalement la durée pour cette communauté. Et donc on vient servir l'épanouissement de l'enfant comme étant le maître signifiant. Le grand récit est passé du côté de l'enfant. Donc ça veut dire que les parents viennent raboter toutes les relations conflictuelles,
deviennent des parents parfaits. Cool. Poule. Ah. Les parents poules. Cool et poule. Jolie bévue entre nous. Hein, des enfants cool, bobo cool. Hein, et donc, à ce moment-là, l'enfant bouge un sourcil, et avant même qu'il l'ait bougé, on a déjà interprété quelle était sa demande. Inversion de la demande. Inversion de la place de l'enfant, qui était en position seconde par rapport à la demande de leurs parents, alors que là, on se retrouve dans une situation où il est placé au centre de la préoccupation. C'est l'évolution de la famille. Hein. De certaines familles. Alors, quand je suis en train de m'expliquer, quand vous donnez un concept dans une conception de l'interprétation de l'histoire en train de se faire, vous exprimez des tendances. Et quand il y a des tendances, il y a des rétroactions à la tendance et des gens qui sont plus en avant de la tendance. Donc autrement dit, un concept, c'est de toute façon quelque chose qui est raté par rapport si on prétend être dans tous les coins. Hein. Donc simplement, moi je fais l'hypothèse que le noyau dur de ce qui est en train d'évoluer, il est dans cette direction-là. Voilà. Donc ça, alors on va le traduire très simplement. Ça vous fait des enfants qui arrivent dans la classe, qui sont des enfants, si vous m'avez bien suivi, égocentrés. Des enfants rois. Voilà. Alors moi, pour jouer un peu de définition, parce que l'enfant roi c'est une formule justement du maître et de l'esclave, qui est un peu tranchée, pour ma part j'appelle ça l'enfant épanoui. Alors tout le monde est d'accord, pour épanouir les enfants. Sauf que si vous passez votre temps à remplir cet épanouissement, eh bien vous devenez en tant que parent un intercesseur entre ce que j'ai appelé les relations d'échange vers le toujours plus et ce que l'on vient servir à l'enfant au sein de la famille, avec la manière de l'attention qu'on y prête. On se transporte maintenant dans la classe. On va faire un pas en arrière, un pas en avant, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous êtes prof. Là, je suis revenu sur Terre. Là. Vous êtes prof, vous êtes dans la classe. 30 en collège, catastrophe. 37 au socle commun en lycée, catastrophe. Vous étiez, à l'époque, de ce que j'ai appelé les temps modernes, vous en aviez 45, et vous aviez un silence à couper au couteau, au moment où le professeur parlait. Parce qu'il y avait des transferts vis-à-vis du maître, parce qu'il y avait des transferts vis-à-vis du savoir, et qu'il y avait une robustesse des rapports d'autorité, et vis-à-vis du grand récit, de l'académisme, de la culture. Lisez Alain, les propos sur l'éducation. Ensuite, vous revenez maintenant dans la classe d'aujourd'hui. Alors je vais être provocateur, je sais que vous aimez ça. Vous avez une classe devant vous, un public. J'arrive pas à dire que c'est un groupe. Parce que si ce sont des individus égocentrés, c'est plus que il faut même passer un cran par rapport à la notion d'individualité. Ce sont des singularités égocentrées. Et autrement dit, vous avez affaire à un groupe qui est un collectif de singularités désassorties. Alors j'emploie des gros mots. Ça veut dire que le collectif, le commun, est dans des situations de disjonction. Voilà. D'où, encore un gros mot, hein, philosophe, hein, les philosophes c'est les cuistres, hein, on le sait. Bon. Donc vous avez affaire à un collectif qui est un collectif de désassortis, et donc il y a un phénomène d'entropie, de désordre. Enfin, c'est des assortis, mais ils portent tous les mêmes marques. Alors, ils ont tous les mêmes téléphones portables ou l'obsession. Ils sont quand même très assortis par la consommation. Vous allez toujours trop vite dans parce qu'il nous reste 15 minutes pour l'interview. Vous mettez toujours voyez, on aurait pu faire 3 heures. Un pas trop tôt là. Bon, parce que si vous voulez, quand vous avez affaire à des phénomènes de désordre et de multiplicité et de pluralité, il y a toujours en même temps des effets, alors on comprend, il y a encore un gros mot, des effets paranoïaques de recodage. Donc nous sommes des têtes de Janus.
des têtes de Janus vers la singularité et vers le recodage. Parce que, donc je précise pour ceux qui ont raté Janus, sur YouTube on en trouve, qui a deux visages. C'est deux visages, voilà, deux visages. Le duo deux visages, donc, voilà, et qui a donné son nom au mot janvier. Vous achetez une voiture, elle prétend être une singularité, mais les options, c'est les options pour tous. Donc dans le système, si vous voulez, des objets eux-mêmes, on retrouve ce phénomène, si vous voulez, du monde d'aujourd'hui, de la singularité et du recodage. Bon, donc d'où les baskets des enfants et le design chez les bobos. Alors, donc, on se retrouve dans cette situation de classe, de communauté des assortis, et donc vous en mettez 45, mais c'est impensable. Mais vous en mettez 37, c'est impensable encore. Vous en mettez 30 en collège, c'est impensable encore. Les rapports ne tiennent plus. Bon. Donc ça veut dire en clair, mon livre s'appelle « L'éducation face à l'impossible ». L'impossible, il est là. C'est-à-dire que, soyons clairs, et là je vais être brut, ça va, on va être d'accord là. Si vous voulez, vous êtes dans une classe, vous en avez 37. Vu ce que je viens de raconter, d'expliquer. Par définition, vous perdez un wagon de 11 ou 12, sur lesquels vous ne pouvez pas être dans la différence, ce qu'on appelle la fameuse différenciation en pédagogie. L'égalité, j'aurais envie de dire, elle est absolument dysfonctionnelle, qui est un étendard de la France, pour en parler de ça, le vecteur de l'égalité, qui est un étendard de la France devant les autres nations, en particulier à l'école, mais qui est un discours qui est devenu un temple vide. Voilà. Vous avez une classe, soyons très concrets, de 37, vous en perdez 12, voilà, dans le cours. Donc vous êtes de toute façon là dans un rapport impossible, et à un moment donné ou un autre, ils vont être dans une situation d'associabilité, d'une manière ou d'une autre, qu'il va falloir récupérer par un autre bout, qui va avoir un coût extraordinaire. Donc voilà les effets de dysfonctionnement. Alors, je vais quand même vous poser, parce que j'entends bien, je vais vous poser une ultime question, chapeau, je vais vous laisser le temps de répondre, mais j'entends votre raisonnement parce que vous restez dans l'idée que l'éducation est une fonction de l'État et qu'elle doit rester une fonction de l'État et qu'il doit y avoir une éducation unique pour tous. Vous me supposez des choses que je n'ai pas dites. Hein. Vous avez un art du soupçon aiguisé. Soupçon, c'est une accusation. Vous avez tout à fait le droit de penser ça. Mais c'est pour aller vite, pour répondre aux questions des lecteurs. En réalité, on paye, je prends l'exemple de l'école primaire, au lycée c'est un peu plus, mais les Français payent sans le savoir 600 € par mois pour l'éducation de leur enfant à l'école primaire ou au collège. C'est à peu près ça. C'est à peu près le prix d'une école Montessori, où les enseignants sont infiniment plus motivés que les enseignants de l'éducation nationale, et pourtant ils sont payés 2 fois moins. Vous avez parlé du salaire des profs. L'idée que la motivation d'un enseignant vient de son salaire est évidemment un pipotage. Tous les employeurs savent que ce qui fait la motivation d'un salarié, c'est son rapport au monde et certainement pas son salaire. Les enseignants Montessori sont payés 2 fois moins que ceux de l'éducation nationale. Et ils sont beaucoup plus motivés, ils travaillent beaucoup plus. Pourquoi, au fond, on ne laisse pas les gens se démerder? C'est-à-dire qu'on leur donne un chèque de 600 € par mois, et on leur dit, vous choisissez l'école de votre choix. Et si vous voulez aller dans les classes de 35, moi ma fille était en Montessori, il y avait entre 16 et 20 élèves par classe. Elle est arrivée au collège cette année, méthode éducation nationale, même si elle est dans un collège privé mais sous contrat. On lui dit, si tu veux aller faire pipi, tu dois demander l'autorisation. Et elle tombe des nues, parce que jamais elle avait eu à demander l'autorisation d'aller faire pipi. Voilà. Je connais. Pourquoi on ne laisse pas les gens choisir la méthode éducative? Ceux qui veulent aller chez Brigelli, j'aime beaucoup Brigelli, c'est une caricature. Vous l'avez déjà dit. Voilà, provocatrice, mais ceux qui veulent la méthode Brigelli à des 50, ils y vont. Mais moi, je sais, en tant qu'employeur, que ce qu'on cherche, c'est des gens qui savent se servir d'un ordinateur, qui sont imaginatifs, qui ont le sens de l'initiative, et c'est tout ce que détestait le système éducatif à l'ancienne. Et ceux qui veulent faire de l'ancienne, ils vont, et moi, j'ai envie que ma fille, elle soit adaptée au monde moderne, qu'on me donne un chèque de 600 € pour que je lui offre le service éducatif qui me paraît performant. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que ça pourrait être une solution? Il y a plusieurs réponses à votre question. Vous avez parlé de Montessori.
Dans d'autres systèmes, par exemple stalinien, vous allez dire, mais où est-ce qu'on va là? Vous aviez des travailleurs qui étaient des travailleurs modèles. D'accord? Et donc d'ailleurs on essayait d'aligner le comportement de tous les travailleurs sur ces modèles. C'est-à-dire qu'il y a toujours de toute façon dans une société des pratiques qui sont des pratiques d'exception. Et dans l'éducation nationale, il y a des grands militants de l'éducation populaire, de l'éducation active, Montessori, il y a Freinet, il y a les Vygotsiens, il y a les Pagésiens, etc. Qui sont des gens qui ont un engagement dans l'altruisme, parce qu'ils ont un affect très puissant et qu'ils ont construit des pratiques qui font qu'effectivement, ils vont donner quelque chose qu'on ne donne pas dans la moyenne. Quand on est dans un enseignement où il y a 12 millions d'élèves, on ne peut pas étalonner le système par rapport à ces exceptions. Pourquoi il y a un système? Alors, ensuite, si vous voulez, j'ai répondu par rapport à l'exemple Montessori. Oui, la question c'est, faut-il un système? Alors, deuxième réponse, la clé de votre question, c'est la question du choix. Pourquoi on ne laisse pas choisir des fonctionnements différents qui fait que finalement, on aurait des communautés de sens dont on accepterait une différenciation et qui fait qu'à ce moment-là, ce que l'on perd dans l'unité, par les grands écarts, on la retrouverait dans la pluralité des communautés. J'espère vous avoir compris par rapport à la question du choix. Voilà. Alors, le problème est le suivant. Et c'est une question... on y va, hein, vers la société de choix. Je pense que... Pas assez vite. Alors, mais on se bat pour. Moi, dans ma prospective, mais je ne dis pas que je la souhaite. Hein. Moi, je la souhaite, je me bats pour. J'ai bien compris. Mais si vous voulez, sur une sorte de pragmatisme comme ça, par rapport à des prospectives que je peux faire de cette éventualité, on n'est pas mûr hein, pour cette proposition-là. Vous avez un temps d'avance, personne ne sera étonné, sur les éventualités. Par rapport, ça ne veut pas dire que moi je le souhaite, hein, mais je suis simplement dans le constatatif. Là. C'est quelque chose qui s'est développé en Suède, les charter schools aux États-Unis, si vous voulez, y compris portés par les démocrates, vont dans cette direction-là, avec des écoles quasiment entreprises qui répondent, on va dire, au local à un certain nombre de besoins. Voilà. Donc, j'aurais envie de dire que de toute façon, c'est quand même l'évolution. Alors j'espère que ça ne va pas vous embêter, mais c'est l'évolution de l'école vers sa conception néolibérale. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que le néolibéralisme. Bon. Mais... Alors, c'est dommage, il nous faudrait une heure de plus. Je préfère libertarienne. Vous voyez, voilà. Je vous avais dit 45 minutes. Mais... Il nous faudrait une heure de plus. Bon, mais enfin, quoi qu'il en soit, sur la question du choix, la chose est la suivante. Quand vous avez du choix qui est ouvert, qui est possible, vous avez l'éventualité d'un certain nombre d'effets de réputation qui se mettent en place. Voilà. Ce qui est fait de réputation, qui n'existe pas de la même manière, à partir du moment où vous avez une prétention à une certaine unité de l'offre qui est proposée. Ces effets de réputation font que quand il y a effet de réputation, c'est de langage économique, hein. C'est la notion de rareté. Vous avez une augmentation de la demande sur l'effet de réputation. Donc qu'est-ce qui s'y concentre à partir du moment où la réputation devient plus. Vous avez des enseignants qui demandent à y travailler, et ce sont par définition les meilleurs. Et puis vous avez effectivement une demande par rapport à l'école où le chef d'établissement va pouvoir choisir. Et donc là, on est dans le monde réel en termes d'éthique. Si vous avez 100 demandes et 10 places et que vous êtes en capacité de faire un filtre, le filtre, vous allez le faire avec une conception de votre sélection sur votre critère, c'est-à-dire ce sera de toute façon une sélection intéressée. Voilà.
C'est ce qui se passe pour les classes préparatoires aux grandes écoles en France. C'est pas quelque chose qu'on découvre. Je viens d'écrire un texte là hier sur la déconstruction de ce que vous êtes en train de dire. Ça existe déjà. Voilà. Mais donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a un effet pervers de la question du choix. Et donc, et dans un enseignement de masse. Mais est-ce que je vais vous taquiner comme ça? Alors, on refera une longue interview sur le sujet. Je reviens à Paris, de Toulouse. Je viendrai à Toulouse. Je ne veux pas vous laisser terminer amicalement. Vous avez peur, vous donnez le sentiment d'avoir peur du choix. Que disait Lacan sur les gens qui ont peur du choix et qui pensent que le choix, ça ouvre l'effet pervers? Oula. C'est une belle taquinerie. Oula. Lacan, il appelait ça céder sur son désir, sur la question, et que donc tout un processus d'analyse consistait à céder le moins possible à cet impossible. Allez, puisque vous voulez me taquiner. Alors, si vous voulez, d'abord, j'ai pas peur du choix. Alors attendez, c'était une boutade. On va refaire, je vais venir à Toulouse, on va faire de longues interviews, parce que en réalité, ce sujet qui intéresse aux Français peu de gens, parce que les gens, on leur dit, il y a un service public qui s'appelle l'éducation, on va vous donner, on vous garantit que ça, ils sont très consuméristes, on vous garantit que ça va marcher, ils disent, bon, allez, occupez-vous, faites garderie, on n'en peut plus de nos gosses, tellement ils nous prennent du temps. Donc c'est un sujet qui intéresse peu de gens, mais qui pourtant est essentiel. Les gens sont intéressés par ce sujet. Certains, pas tous. Les parents? Oui, mais ils ont un rapport à ça. Ça fait du monde, hein. Bon, on va faire une longue interview. On va parler de la façon. Non, mais je viendrai à Toulouse. Oui, je reviendrai. D'ici là, remontrez-nous votre livre. Ensuite, bon, je comprends bien que dans la concentration du propos et le jeu de ping-pong un peu que nous avons eu. Je regrette s'il y a un peu des effets d'hermétisme de mon explication. Mais non, écoutez, vous pouvez, je ne peux que vous encourager à lire le livre, L'éducation face à l'impossible. Il a plusieurs niveaux de lecture, mais sur justement les analyses de pouvoir, là, il y a des choses qui sont très simples. On peut le lire, on peut en lire 50 pages, ou on peut lire les 300. Mais il y a des entrées qui sont commodes. Si vous trouvez certaines parties qui sont un peu difficiles, vous passez et vous prenez les parties qui sont plus faciles. Mais vous retrouverez bien sûr l'esprit qui a été le mien dans un certain nombre des propos que j'ai tenus aujourd'hui. Bon, Patrick, merci beaucoup. Mais on a un temps imparti, puis de toute façon, bon, voilà. Mais on refera une série pour l'été, pour que les gens aient le temps de les regarder cet été, en cherchant l'école, le collège, le lycée de leurs élèves, de leurs enfants. Je vous fais une interview de 10 heures, si vous voulez. Mais je vois ça. Méfiez-vous. J'y compte bien, En tout cas, merci beaucoup. On recommande d'acheter ce livre. L'éducation face à l'impossible. Ça a permis d'ouvrir des débats et sur le système que moi je propose, puisque vous avez compris, Patrick, en tant qu'ancien éducation nationale, moi je propose une privatisation complète du système scolaire, puisque je pense que personnellement je ne fais pas nation, je ne suis pas dans le même groupe que les gens qui n'élèvent pas leurs enfants ou qui les élèvent comme des petits rois. Moi j'ai une autre vision et je ne vois pas pourquoi je dois payer pour des gens qui sacrifient leurs enfants en leur disant le monde est organisé autour de tes désirs. J'ai à peu près résumé. J'ai compris où vous étiez. Voilà. Bon, merci beaucoup et puis on fera mieux la prochaine fois. Okay.